Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis venu vous parler de comment, chez Cdiscount et Pixiz, l'utilisation d'Accelerate a permis à nos équipes d'accélérer leur livraison de valeur. Et en fait, vous allez voir qu'on va retrouver énormément de choses qui ont été dites dans la présentation précédente. Donc, c'est soit on se plante tous les deux, soit on est dans la bonne direction. Mais il y a des bonnes idées, des intuitions, des façons de faire qu'on va retrouver. Et en tout cas, moi, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Alors Pixiz, c'est quoi? Parce que tout le monde connaît Cdiscount. Il faut savoir que Cdiscount, on s'est organisé en filiales. Donc il y a l'activité B2C que tout le monde connaît, qui est le site e-commerce, leader du e-commerce français. Mais on a aussi beaucoup d'activités B2B qui sont nées finalement de l'expérience de Cdiscount. Donc on est organisé en 5 filiales, ce qu'on appelle des business units. Donc l'activité B2C, Cdiscount. On a aussi l'activité Octopia, qui en fait est la base de la marketplace Cdiscount, mais qui a aussi des autres clients, par exemple comme Bébé Boutique, comme Marjane au Maroc, etc. Et qui détient la base vendeur de Cdiscount, donc avec les 14 000 vendeurs. On a la filiale C-Logistique. On a la partie advertising qui est les produits sponsorisés. Si vous allez sur le site de Cdiscount et que vous voyez petit encart produits sponsorisés, c'est l'advertising. C'est pareil, cette solution, elle est vendue à des tiers en marque blanche. Et le dernier point, c'est Baline, qui est notre solution de cybersécurité. Et de la même manière, Baline a été utilisée au début pour protéger Cdiscount. Et vu, en fait, je reviendrai rapidement, les volumes qu'on gère sur Cdiscount, en fait, on se dit que si on arrive à faire ça sur Cdiscount, en fait, on arrive à le faire partout. Il y a évidemment de l'industrialisation à mener, parce qu'il y avait des cas, quand ça a été fait pour Cdiscount, une approche un peu spécifique. Mais derrière, la démarche, ça a été de rendre beaucoup plus marque blanche, beaucoup plus industrialisées ces solutions, afin d'en faire des solutions B2B. Quelques notions de volume pour vous dire qu'en fait, on est vraiment sur des volumes hors normes. Aujourd'hui, Cdiscount, c'est 17 millions de visiteurs uniques par mois. Lors du Black Friday, on a plus de 1000 commandes par minute. Donc c'est des chiffres de dingue. Moi, je viens de Pôle emploi, j'y reviendrai après, où les gros pics d'activité, c'était la notion d'actualisation, quand les demandeurs d'emploi venaient s'actualiser le premier du mois à minuit. En fait, là, c'est sans commune mesure. Les chiffres sont juste dingues. On le voit aussi sur Octopia. Octopia a toute la base vendeur, donc alimente toutes les marketplaces, dont Cdiscount, et globalement, on est quasiment à 10 000 mouvements par seconde. Et le dernier point, je ne vais pas lister tous les chiffres, mais Baline, qui est notre solution de cybersécurité, il y a 1 milliard de requêtes qui arrivent par jour et qui sont filtrées pour les écarter et pour éviter justement de polluer le système. Tout ça pour dire en fait que, vu les volumes qu'on traite, en fait, on est sur des enjeux où l'excellence est juste obligatoire. On doit être rapide, on doit être véloce et on doit être stable. Et donc aujourd'hui, Pixiz, c'est l'entité qui gère toute la tech de ses filiales, c'est-à-dire la partie infra, la partie développement applicatif, toute la partie tech est portée par la filiale Pixiz. Et aujourd'hui, chez Pixiz, on est 650 personnes, donc passionnés de tech. On a environ un changement en production toutes les 3 minutes quand on intègre les équipes de dev ainsi que les équipes d'infra, enfin tous les changes qu'on peut imaginer. Et globalement, pour vous dire un peu le niveau des gens, on a des personnes qui sont au Google Advisory Board sur la partie WebPerf. Donc on a vraiment des personnes excellentes, mais c'est nécessaire de par les activités qu'on gère. Très rapidement, notre spectre de techno, évidemment, il est large. On le regroupe en quatre grandes familles que sont la gestion de la data, l'infra, les langages et frameworks, ainsi que les solutions SaaS. Et on a, un peu comme tout le monde, des technos qui sont sur étagère, ce qu'on appelle les adopted, des technos qui sont restricted, c'est-à-dire c'est des technos qu'on a utilisés, mais sur lesquels les nouveaux produits ne se basent plus. En fait, on ne fait plus de développement là-dessus, mais ils sont dans le système, donc il faut continuer à les maintenir. Des trials, donc ça c'est l'époque qu'on lance, et des hold, c'est des choses qu'on s'est désengagées. Donc vous voyez, il y a pas mal d'éléments. On a, en termes de langage, on est principalement sur du .NET. On a quelques équipes en Java, pas mal en React sur les parties front, mais voilà, on a un spectre de techno assez large. Et donc moi, je suis Romain Kilissi, je suis VP Engineering sur l'activité B2B. Et j'ai essayé de résumer en 3 phrases ce que c'était un peu mes objectifs quand je me lève le matin. Bon, il y en a d'autres, on peut avoir des visions différentes. Mais la première chose, c'est accompagner les collaborateurs, les faire progresser, développer les collaborateurs et les équipes.
La deuxième chose qu'on me demande, c'est que j'ai beaucoup d'équipes. On me dit, OK, il faut aligner la vision technique et les moyens mis en œuvre, il faut les aligner avec la vision business, forcément. Quand le BIS dit c'est dans cette direction, c'est ces axes stratégiques qu'il faut travailler, il faut que les équipes s'alignent et qu'on aligne les moyens techniques. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il faut que nos équipes soient performantes et qu'on arrive à associer vitesse et stabilité. Et c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui, de comment on est arrivé à faire progresser nos équipes. Donc Accelerate, c'est comment en fait on est passé d'une livraison par semaine en 2020 avec des frozen zones sur les événements commerciaux comme les soldes et le Black Friday. Le Black Friday, de mémoire, on était quasiment à un mois de frozen zone, plus rien ne livrait, on ne livrait plus rien avant le BF, l'événement était tellement critique qu'en fait on ne s'autorisait plus à livrer. Et sur un site avec 96% de dispo, à aujourd'hui, où on livre toutes les 3 minutes, on a des équipes qui sont autonomes sur leurs assets, on n'a plus de frozen zone. On livre jusqu'à la veille des événements commerciaux. Il y a les soldes qui vont démarrer là, dans peu de temps et on continue à livrer. Et globalement, notre taux de dispo a largement augmenté sur le site puisqu'il est à plus de 99% et le taux de dispo de nos API sur nos solutions SaaS est à plus de 99,9%. Donc, comment on a fait? La première chose, en 2020, j'arrive à Cdiscount et globalement, à Cdiscount, on livre toutes les semaines. Les équipes sont agiles. Enfin, toutes les pratiques agiles sont bien installées dans les équipes. Et globalement, quand on nous demande de sortir des fonctionnalités, ça va assez vite, on les intègre dans nos sprints, dans nos Kanban, et ça dépile pas mal. Donc en fait, on est content. On se dit, ça marche, nos équipes sont véloces, et globalement, on est plutôt stable, et on arrive à répondre au business. Ça, c'est notre vision au niveau manager. Et on fait un health check, et on demande aux équipes, c'est quoi votre ressenti? Et en fait, les équipes, elles nous disent le contraire de ce qu'on pensait. Elles nous disent, par contre, l'ambiance au boulot, elle est top. On adore ce qu'on fait, on aime les technos avec lesquels on bosse, mais par contre, la livraison est pénible. Et le business, là où on pensait répondre convenablement à leurs attentes, en fait, ils nous disent, vous êtes trop lent. Et du coup, on se dit, il y a quand même un vrai delta entre finalement ce qu'on ressentait, et la vitesse, enfin ce que nous on pressentait et la vitesse réelle et ce que ressentent les équipes. Et donc on se dit il faut qu'on bouge. Et en parallèle de ça, il y a le bouquin Accelerate, et il y a une phrase qui est importante puisque c'est vraiment notre écosystème, c'est le retail. Globalement, cette phrase, elle dit dans le retail, soit vous êtes bon, soit vous mourrez. Soit vous allez vite, soit vous mourrez. Et tout ce qui n'est pas de l'excellence, globalement, vous amène dans le mur. Et donc là, on se dit, c'est le bon moment. Les équipes nous disent qu'il faut aller plus vite. On a la ligne directrice qui nous dit, en fait, vous n'avez pas le choix si vous voulez survivre. Il faut être plus rapide, plus véloce, plus excellent. Et en plus de ça, on a le bouquin qui nous dit, qui nous donne l'impression, j'y reviendrai après, et puis ça a été évoqué, qui nous donne l'impression de c'est facile d'y aller. Il y a 24 capacités, il suffit de les acquérir. Et en fait, vous allez répondre aux enjeux. Voilà, c'est un peu plus dur que ça. Donc ce qu'on fait, je rejoins mes collègues avant. La première chose qu'on fait, on installe la mesure. Donc globalement, en 2 trimestres, dans le cadre de défis, donc juste un petit mot, les défis qu'on utilise, c'est des initiatives gamifiées qu'on donne dans les équipes pendant une durée de 3 mois. Généralement, c'est des défis trimestriels. Et où on demande aux équipes de traiter un sujet de fond. Donc ça peut être du désengagement de legacy, ça peut être il y a plusieurs pratiques qu'on peut installer à travers ces défis. Et là, ce qu'on leur demande en T3 2020, c'est d'installer les mesures. Ça va durer finalement 6 mois donc, pour installer et industrialiser les mesures. Et donc ce qu'on fait pendant ce temps-là, c'est qu'on met en place un data lake, on stocke les données des commits, des rollbacks, des livraisons, on normalise les procédures, on met en place des process et on s'outille. Et à la fin, ce qu'on a, c'est nos 4 indicateurs qui sont industrialisés et qui sortent. Donc on a vu, je n'ai pas la démo, mais c'est un peu le même système. On a des Power BI qui nous permettent à la maille équipe, voire à la maille asset, parce que le point de départ, c'est quand même l'asset technique. On a donc de l'asset jusqu'à le niveau direction, jusqu'au niveau DSI, on peut remonter dans le Power BI, l'ensemble des indicateurs Accelerate qui sont automatisés. Et donc on lance ça, et par contre on se rend compte vite que ça nous échappe, c'est-à-dire que les équipes elles commencent à regarder les indicateurs, et il y a plein d'initiatives qui sont lancées un peu dans tous les sens.
Et du coup, on a du mal à rattraper, on a un peu de mal à rattraper le truc et on se dit, OK, en fait, il nous manque quand même le cadre, il manque de l'outillage pour qu'on arrive à maîtriser, pour qu'on arrive à suivre tout ça. On a juste les mesures, mais il nous manque un cadre pour aider les équipes. Donc en fait, on sait qu'on veut accélérer. On a une solution au travers de ce que nous dit Accelerate, mais on a plus d'une centaine d'équipes à accompagner et on a besoin de maîtriser cet accompagnement et cette acquisition des pratiques Accelerate. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée ce qu'on appelle un véhicule de transformation avec une direction qui gère la transfo des équipes qui s'appelle Go-to-Product. Et Go-to-Product va porter en fait tout le chantier de transfo autour de l'acquisition des capacités Accelerate. Et on verra après comment on s'y est pris. On a déjà, dans l'utilisation de Go-to-Product, on se dit, on veut aller vers des pratiques plus agiles, on veut aller vers l'acquisition des capacités, mais on a quand même une certitude, c'est qu'il faut aussi que nos équipes s'installent dans une organisation produit. En fait, il faut que nos équipes, elles soient maîtres de leurs assets, qu'elles mesurent leurs assets en permanence et qu'elles soient vraiment dans une culture produit d'amélioration continue de leur périmètre d'activité. Et la deuxième chose, c'est que il faut qu'on accompagne les équipes dans l'acquisition des capacités, parce qu'encore une fois, quand on lit le bouquin Accelerate, on voit toutes les capacités, mais la mise en œuvre dans un contexte particulier, mes collègues en ont parlé, en fait c'est extrêmement difficile, c'est pas du tout intuitif de prendre le bouquin Accelerate et de dire mais en fait je sais l'activer rapidement. Il y a vraiment, ce point-là est extrêmement difficile. Donc en fait on est persuadé qu'il faut trouver un moyen d'accompagner les équipes. Et les convictions qu'on a, c'est que premièrement, il faut qu'il y ait des impacts, il faut que ce soit rapide, il faut que les équipes voient rapidement la valeur apportée. On doit intégrer tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut laisser personne sur le côté du chemin. C'est la seule manière d'aller vite et d'avoir de l'impact à l'échelle d'une DSI. Donc à l'époque, on était, là j'ai marqué 650 collabs, mais quand on a démarré, on était 800. On doit être dans une démarche test and learn, c'est-à-dire on essaye, on apprend, on modifie, on ajuste et on réessaye. Et enfin, et pour moi c'est un point fondamental, on le verra après, c'est qu'il faut que la stratégie de déploiement en fait, elle soit portée par les équipes. D'habitude, quand on est sur un programme de transformation, on est dans une dynamique finalement où on pousse les équipes vers le changement. Là, on est persuadé qu'en fait, il faut que ce soit les équipes qui s'emparent du changement, que ce soit les équipes qui soient maîtres de leur propre transformation. Parce qu'à l'échelle de plus d'une centaine d'équipes, en fait, pour accompagner tout ça, il faut que les équipes décident elles-mêmes de comment elles veulent y arriver. Et donc pour rappel, on parle d'une centaine d'équipes à cette époque-là. Donc 650, donc on était 800 collaborateurs, là aujourd'hui on est 650. Et enfin, on parle, donc vous l'avez vu sur les premiers slides, de 5 business units et de multiples produits. Donc quelque chose qui pourrait être adapté à une dizaine d'équipes, en fait ne l'est pas sur cette taille-là. On a un vrai enjeu de passage à l'échelle. Donc comment on a fait? Donc installer les métriques, on l'a vu, ça a été la première étape, et on l'a vu chez tout le monde, en fait c'est la base. Si vous n'avez pas ça, évidemment, vous ne pouvez pas progresser. La deuxième chose, c'est comment rendre les capacités, les capabilities Accelerate, comment les rendre actionnables et déployables dans les équipes. Comment on accompagne les équipes à traduire ces capacités Accelerate dans le contexte de ces discounts. Le troisième point, c'est le déploiement, globalement. Les équipes vont s'employer à acquérir de nouvelles capacités. Il faut en même temps regarder comment ces capacités impactent les mesures pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Des photos avec quelques prises de recul. L'avantage, c'est qu'on a de la data sur plusieurs années. Donc chaque fois, on fait des photos à 1 an, 2 ans, on y reviendra après. Et le quatrième point, donc on a parlé de démarche test and learn, on est sur de l'amélioration continue. On doit aussi faire évoluer, voire créer nos propres capacités. Et enfin, on doit aussi revalider les capacités, puisqu'une équipe qui a acquis une capacité 1 an avant, la vie de l'équipe fait qu'il y a des départs, il y a des fusions de périmètres, il y a des choses qui bougent dans l'équipe. Donc à un moment donné, il faut aussi repasser par la case revalidation.
Donc assez similaire à ce que vous avez vu lors de la présentation précédente. Donc encore une fois, je pense que c'est vraiment la bonne façon de faire. Alors nous, alors on n'a pas appelé ça des pratiques, on a appelé ça des capacités go-to-product. Donc on est parti des capabilities accelerate. Et ce qu'on a fait, c'est que sur les capabilities qui nous semblaient très complexes pour les équipes, on a défini des capacités go-to-product qui étaient beaucoup plus fines et beaucoup plus actionnables pour les équipes. C'est-à-dire, je vais donner... vous voyez sur les différents axes autour des capacités accelerate, en fait, on a détaillé. Il y a des fois, on les a gardées telles quelles. Typiquement, l'intégration continue, c'était quelque chose qui était acquis. La partie version control, c'était des choses qui étaient acquises. Donc, globalement, on n'a pas eu à les redéfinir. Mais sur certaines capabilities, en fait, on s'est autorisé à définir nos propres capacités, en fait, à décliner les capacités accelerate en des capacités beaucoup plus fines et beaucoup plus actionnables dans les équipes. Et donc, voilà à quoi ça ressemble finalement une capacité. Chaque capacité go-to-product, globalement, en fait, elle est écrite, elle est détaillée, elle a un gain mesurable, elle est actionnable. En fait, on dit aux équipes, si vous voulez acquérir la capacité, voilà les critères d'acquisition, voilà les étapes nécessaires pour la mettre en place, et voilà comment vous allez la valider. Et donc, globalement, l'équipe devient autonome. Une fois qu'on a défini ça sur l'ensemble des capacités, l'équipe devient complètement autonome pour décider, OK, si jamais je veux acquérir cette capacité, par exemple celui-là, c'est le comité produit installé au cœur des rituels de l'équipe, elle devient autonome parce qu'elle a tout le mode opératoire pour, la démarrer, faire les actions nécessaires et la valider. Donc une fois qu'on a eu fait ça, donc on a écrit les fiches de capacité sur l'ensemble des capacités accelerate qui n'avaient pas besoin d'être redéfinies et des capacités go-to-product, donc qui sont un découpage un peu plus fin des capacités accelerate. On a lancé le déploiement et encore une fois, et comme dans le cas précédent, les équipes choisissent par quelle capacité elles veulent démarrer. Et pourquoi? Parce que les contextes des équipes sont tous différents. Et donc il y a une équipe qui va sentir qu'elle a besoin de se réorganiser autour de ces pratiques d'agilité. Il y a des équipes qui vont estimer nécessaire le fait de travailler sur l'automatisation des tests. Il y a d'autres équipes qui vont dire « Non mais nous, il faut à tout prix qu'on ait un monitoring fonctionnel et technique ». Et du coup, on a laissé libre à chaque équipe l'ordre dans lequel elle voulait acquérir les capacités. Et donc, on se retrouve donc avec un ensemble de capacités, donc capacité accelerate plus capacité go-to-product avec un ensemble d'une trentaine de capacités. Et là, on a dit aux équipes, maintenant, allez-y. On verra évidemment, il y a un accompagnement à tout ça. Mais les équipes, du coup, ont démarré. Et on voit donc juillet 2021, donc ça commence. Et on voit une grosse accélération autour de l'acquisition des capacités entre 2022 et 2023, donc sur l'ensemble des équipes. Et globalement, ce qu'on demande aux équipes, c'est que mensuellement, elles fassent l'analyse par rapport à leur contexte, par rapport aux capacités acquises, elles fassent l'analyse des impacts sur les différentes métriques. Et globalement, ça se passe dans une des capacités go-to-product qui s'appelle le comité produit, et dans lequel se retrouve le métier et la tech. Et globalement, les équipes disent, nous, on a acquis telle capacité, les impacts, ou voilà comment aujourd'hui on a évolué sur nos 4 métriques Accelerate, et pourquoi. Donc ça demande un temps d'analyse, mais qui est juste indispensable, en fait, pour continuer à progresser et pour comprendre est-ce que finalement l'acquisition des capacités a été utile? Est-ce qu'il y a d'autres leviers à aller trouver? Encore une fois, c'est vraiment un point important. La déclinaison des capacités s'est faite à la maille des équipes. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, board, Cdiscount, qui avons imposé en disant il y a telle et telle capacité à avoir. On a défini ce qu'on a appelé on a donné finalement un ordre de priorité, mais sur une vingtaine de capacités qu'on a appelées les capacités socles. Mais à l'intérieur, les équipes sont complètement libres de choisir l'ordre de déploiement de ces capacités.
on a dû accompagner ça, parce que les équipes, évidemment, elles sont autonomes pour le faire, mais elles ont besoin, au niveau de toute la DSI, d'accompagnement. Donc on a structuré avec ce qu'on appelle des porteurs de capacité. Donc c'est globalement une personne qui est complètement légitime pour formaliser la fiche de capacité et pour aider au déploiement. Donc je vous donne un exemple sur les éléments autour de la stratégie de test. Le porteur de capacité, c'était notre responsable qualité. On a aussi des sponsors co-DSI, donc c'est tous les directeurs IT qui participent à la démarche et qui sont sponsors d'une capacité pour lever les freins au quotidien, entendre les retours et fluidifier finalement la définition et le déploiement des capacités. On a des sachants et des communautés. Encore une fois, si je prends l'exemple des tests, il y a des quality engineers, des quality analysts qui participent à la définition. Et les coachs, direction, qui viennent aider au quotidien les équipes à déployer. Donc on a cet accompagnement. Et je reviens sur ce point-là qui, je pense, est vraiment fondamental. C'est qu'on a une inversion, enfin on a un changement du mode push, où on pousse les équipes vers la transformation, vers le mode pull, où en fait c'est elles qui prennent la main et c'est elles qui décident. Et du coup, on voit une vraie dynamique changer. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans l'accélération précédente. C'est que là, au début, on installe finalement tout le framework. Et à partir de ce moment-là, les équipes commencent à avoir des gains et commencent à prendre en main la transformation. Et là, on voit une accélération. Et aujourd'hui encore, en fait, les équipes sont maîtres de leur transformation et elles voient les bénéfices au quotidien. Comme mes collègues, on a un suivi, évidemment, qu'on partage tous les trimestres à la maille. Donc on le fait à la maille de direction, c'est ce qu'on appelle des directions IT, qui regroupent l'intégralité des équipes de cette direction. Et vous voyez l'ensemble des capacités qu'on a listées, donc il en manque quelques-unes, mais on voit les 20 capacités socles qu'on a là, et on voit les équipes, celles qui ont fait, il y en a qui sont en cours, il y en a qui sont revalidées, etc. Donc c'est notre outillage de suivi qui s'est aussi largement amélioré au fil du temps et qui permet de voir la progression des équipes sur l'acquisition des capacités. Quelques exemples d'impact, parce qu'on fait tout ça, mais à la fin, en fait, ce qui nous importe, c'est que les équipes, elles se transforment et que les équipes, elles accélèrent. Parce qu'à la fin, c'est ça qu'on cherche, hein, c'est vitesse et stabilité. Donc, on avait des équipes, on avait l'exemple là d'une équipe, c'est une équipe qui est dans la direction finance, qui avait un patrimoine qui était très, très legacy, et qui, au fil des années, s'est alourdi et globalement, chaque livraison devenait un effort énorme. Et cette équipe-là, elle n'arrivait pas à se transformer. Elle n'arrivait pas, en fait, et pourtant, on avait le responsable technique de l'équipe qui disait « mais moi, j'ai des solutions ». Mais pour autant, l'équipe disait tout le temps « on est trop chargé, on est trop occupé » et on n'arrivait pas à le transformer. Le fait de passer par ce véhicule go-to-product et par les capacités, donc qui nécessite, il y a eu des questions là-dessus, beaucoup de sponsorship de la part du management, fait que les équipes ont la place en fait, pour travailler ces points d'amélioration. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé une capacité qui s'appelle stratégie de test, parce que le RT nous disait en fait on peut largement automatiser tous les tests qu'on fait aujourd'hui en manuel. Donc globalement, on a créé une capacité stratégie de test. Il y a eu une validation avec l'équipe du plan d'action. Le responsable technique a mis en place toute la partie socle technique. La hiérarchie a validé un budget pour un quality engineer. Et à la fin, ce qu'on se retrouve, c'est finalement une grosse partie du périmètre qui est couvert par les tests auto. Ça se traduit, donc on a une fiche de capacité qui est déployable dans toutes les équipes. Donc ce qui a été fait là pour cette équipe, globalement, est réutilisable pour les autres. D'autres types d'impact, alors évidemment, c'est ce qui marche bien. Il y a d'autres cas, franchement, qui ont beaucoup moins marché. Mais c'est des exemples d'impact assez forts sur des équipes qui ont progressé dans leur pratique. Donc j'ai pris 3 exemples sur 3 indicateurs différents. Donc la première, c'est l'équipe pricing, qui en fait, sur le début d'année 2023, a travaillé sur l'acquisition de plusieurs capacités.
Donc stratégie de test, maturation du backlog, un backlog deep, du pilotage du flux, de la livraison continue. Et cette équipe, en fait, une fois qu'elle a commencé à bien maîtriser ses pratiques, parce qu'évidemment, ce n'est pas immédiat, ce n'est pas du moment où on acquiert une capacité, l'impact n'est pas immédiat, on parle d'un impact à 3-6 mois, généralement. Donc c'est une équipe qui a commencé début 2023. Globalement, sa fréquence de déploiement qui était en dessous de 10 livraisons par mois, aujourd'hui, c'est une équipe qui livre entre 20 et 25 fois par mois. De la même manière, sur le mean time to restore, une équipe qui gère les flux entrants de la logistique, elle a travaillé beaucoup autour de son monitoring technique et de son monitoring fonctionnel. C'est-à-dire qu'avant, elle n'avait pas de surveillance significative en prod. On a défini des capacités autour du monitoring technique, du monitoring fonctionnel. Ces capacités ont été validées dans cette équipe-là. Donc aujourd'hui, c'est une équipe qui surveille les golden signals de tous ces assets techniques. C'est une équipe qui surveille les signaux métiers sur toutes les fonctions critiques de son périmètre. Et on voit l'impact autour du mean time to restore. C'est une équipe qui mettait 20 jours à rétablir. Aujourd'hui, c'est une équipe qui s'approche de 0. C'est-à-dire qui met quelques heures à rétablir en production. Un exemple un peu moins marqué sur le lead time for change, autour des capacités, maturation du backlog, backlog deep, c'est-à-dire des plus petits batchs, travailler sur des plus petits ensembles, c'est ce que portent ces capacités, et autour de la livraison continue. Et pareil, on voit une amélioration, on voit une tendance à l'amélioration. Et je rejoins ce que disaient mes collègues, on n'est pas sur un objectif à fixer aux équipes, c'est la tendance qui est importante. Et en plus de ça, j'y reviendrai après dans les difficultés qu'on peut avoir, et ça a déjà été évoqué, on est à la maille d'une équipe. Et l'équipe, en fait, dans son patrimoine, elle peut avoir des assets qui sont très récents, comme elle peut avoir des assets legacy. Donc quand on regarde les métriques à la maille d'une équipe, il faut prendre le recul suffisant pour se dire c'est vraiment la tendance qui est importante et pas un objectif à fixer. Parce qu'une équipe qui, encore une fois, qui a que des assets récents va aller forcément beaucoup plus vite. Une équipe qui a les deux, elle va être pénalisée, on va dire, le jour où elle livre ses assets legacy. Ça lui prendra forcément un peu plus de temps. Donc, autre impact, on voit entre 2021 et 2022 l'impact sur le nombre de livraisons. Entre le moment où on commence à lancer la démarche et aujourd'hui. Donc j'ai mis 2 photos, parce qu'il y a 2 temps. Le premier, c'est on commence à installer la démarche, on a la transformation qui commence à s'opérer. Les équipes changent de mindset. Pareil, très important. C'est-à-dire que les équipes prennent conscience qu'en fait, il faut qu'elles livrent vite, il faut qu'elles livrent souvent, et des petits bouts. Et on voit donc, on a une montée significative du nombre de releases par mois, qui s'appuie sur des capacités très structurantes qui ont été validées, notamment la partie livraison continue, la partie test automatisation, etc. On a aussi une dynamique de modernisation du SI, et il y a quand même un impact qui est pas lié à notre transfo, c'est qu'à ce moment-là, on est chez Cdiscount dans une phase de scale d'équipe. Évidemment, au plus on a de people, au plus le nombre de releases est important. Mais on voit quand même la tendance qui se stabilise entre 2023 et 2024. Donc moi, quand je voyais ces graphes, je me disais, mais en fait, on arrête de s'améliorer. C'est pas tant qu'on arrête de s'améliorer, c'est aussi que les équipes, on a diminué de quasiment 30% le nombre d'équipes. Donc forcément, moins il y a d'équipes, moins il y a de releases aussi par mois. Donc on est sur un plateau de stabilisation, mais qui reste néanmoins très haut, avec des fois des mois où on monte à plus de 1200-1300 livraisons par mois. Donc globalement, on est sur on ne dégrade pas. L'acquisition des capacités nous a permis d'accélérer le nombre de releases par mois. Et aujourd'hui, donc, on est sur ce plateau, mais qui n'est pas un élément négatif en soi, quoi. Évidemment, en fait, je vous ai montré des exemples qui marchent bien. On a des exemples aussi qui ne marchent pas du tout, quoi. Et qui ne marchent pas du tout parce qu'en fait, ça dépend aussi du contexte de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui n'ont pas eu le temps d'avancer sur leur transfo. Il y a des équipes dont les membres manquent un peu de maturité, et malgré tout, cette transfo, c'est quand même des éléments techniques un peu pointus, même si on l'accompagne avec des fiches très détaillées. Il y a des équipes qui n'y arrivent pas. Donc, c'est des équipes qu'on accompagne un peu plus. Mais là, on voit cette équipe, globalement, elle est en claire dégradation entre le moment où elle le livrait en 2023 et ce qu'elle fait maintenant.
Donc on a des exemples qui dysfonctionnent. Un autre exemple, c'est des départs dans l'équipe. C'est-à-dire que toute modification de l'équipe, évidemment, va impacter ses performances. Et si par exemple demain, vous avez une équipe qui est correctement animée par son team lead, par son tech lead, donc qui sont des éléments un petit peu moteurs de la transformation, si ces personnes-là s'en vont, d'un seul coup, l'équipe se retrouve un peu démunie et on peut vite se retrouver avec un fort ralentissement dans les performances de l'équipe. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est un ensemble. C'est-à-dire que les capacités Accelerate et les capacités GoToProduct, qui sont un sous-ensemble, en fait, c'est un point de départ, mais ce n'est pas le point unique. Il peut y avoir évidemment beaucoup d'éléments extérieurs qui vont venir dégrader, voire améliorer, mais principalement dégrader, les performances des équipes. Là, donc on est à un point, si je résume, on est en 2000, donc je refais la chronologie, on est en 2020, on croit qu'on est rapide, on ne l'est pas assez. On se dit, on a la méthode, on va lancer, on va s'appuyer sur la capacité Accelerate pour faire, enfin sur la démarche Accelerate pour faire accélérer les équipes. On utilise GoToProduct pour redéfinir des capas plus actionnables au niveau des équipes. Les équipes s'en emparent, on est dans une vraie dynamique de transformation, les équipes s'améliorent. Voilà. Et là, on arrive maintenant au bout de 2 ans, et on se pose la question quand même, parce que quelque part, ce qu'on a fait au travers des capacités qu'on a redéfinies, c'est qu'on a fait notre propre interprétation des capacités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, la capacité Accelerate, un tel, nous, on l'a traduit comme ça, comme ça, comme ça. Et ce qu'on veut voir avec 2 ans de recul, c'est globalement, est-ce que les équipes qui ont acquis une majeure partie des capacités, avec 2 ans de recul, est-ce qu'elles se sont significativement améliorées? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'ensemble des capacités GoToProduct qu'on a redéfinies, plus les capacités Accelerate qui étaient existantes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé les indicateurs Accelerate que chaque capacité doit impacter. Typiquement, le monitoring technique et le monitoring fonctionnel, ça a un impact, et ça a un impact généralement sous 3 mois sur la partie CFR MTTR. Pour le reste, c'est des impacts indirects. Donc on a fait cet exercice-là, de dire, voilà les capacités qu'on a définies, voilà les indicateurs que ça doit impacter. Et à la fin, ce qu'on se rend compte, donc là, c'est un recul sur 2 ans, et on a pris l'ensemble des équipes qui ont validé plus de 80% des capacités. Dans la DSI, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'on doit être peut-être à 10-12 équipes. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir à quel moment, en fait, ça devenait... Il y avait une sorte d'inflexion, c'est-à-dire qu'à quel moment, et par rapport au nombre de capacités validées, les équipes commençaient à progresser. La limite, c'est aux alentours de 80%. Et ce qu'on peut voir, donc là, on est vraiment sur une moyenne de l'ensemble des équipes. Globalement, les courbes vont dans le bon sens. C'est-à-dire que deployment frequency... il y a une amélioration qui suit la courbe d'acquisition des capacités. Le CFR, globalement, est plutôt stable, mais quand même dans une tendance à la baisse. Le MTTR est clairement en progression, il est clairement en progression au fur et à mesure que les capacités sont acquises. Et enfin, le LTC, de la même manière, baisse au fur et à mesure que les équipes acquièrent les capacités. Donc là, on n'est pas sur une équipe en particulier. On est sur l'ensemble des équipes qui ont validé 80% de leurs capacités. Et on ne veut pas redémontrer Accelerate, en fait. Mais on voulait aussi se rassurer sur le fait qu'avec une acquisition de capacité, on va plus vite. Et là, on a cette data qui nous permet de le dire. Quand on descend au détail des équipes, je reviens sur le point que j'ai évoqué juste avant, l'équilibre est fragile. C'est-à-dire qu'une équipe, elle peut acquérir des capacités. Pour autant, il y a plein d'éléments extérieurs qui peuvent venir dégrader ses performances au quotidien. Je finis par des équipes qui ont super bien performé. Par exemple, on voit sur le LTC, voilà, une équipe, donc ça c'est la même équipe. Après, c'est des équipes qui sont sur des assets très récents, etc., et qui ont changé leur pratique. Et globalement, on voit des améliorations de performance significatives. Évidemment, ce n'est pas toutes les équipes comme ça. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur la moyenne. Si elles étaient toutes comme ça, on n'aurait pas ce style de courbe. Mais on a des exemples d'équipes qui marchent très bien. Mais au global, en fait, ça marche. C'est-à-dire que quand on déploie les capacités, quand on accompagne les équipes, quand elles progressent sur l'acquisition des bonnes pratiques Accelerate, globalement, les équipes vont plus vite. On arrive à allier finalement la vitesse et la stabilité dans les équipes, on les améliore en tout cas.
Les points de difficulté, là aussi, on va retrouver quelques points qui ont été évoqués avant. Alors, le premier point, c'est que c'est long, il faut se le dire. En fait, on n'est pas sur une transfo qui se joue en quelques mois, c'est long. Nous, je me souviens, donc Christophe Sanson, qui est mon manager LDSI, on avait l'ambition de tout déployer en 1 an. On a commencé en 2020, on est en 2024, et les équipes, en fait, elles n'ont pas tout déployé. C'est un chemin qui prend du temps et qui est une lame de fond. Mais voilà, il faut le savoir, c'est un effort quand même significatif sur la durée. Les biais de mesure. Clairement, les équipes, sur beaucoup de cas, sont venues nous dire « Ah, mais on a des cas particuliers, donc ce n'est pas la réalité de nos équipes. » Donc on essaie de trouver des éléments pour atténuer ces biais de mesure. Typiquement, dans le cas du LTC, on avait choisi, nous, dans la mesure, de prendre en compte la mesure à partir du premier commit, ce qui génère des biais. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise dans nos mesures, dans les équipes, le 75e percentile, ce qui permet d'éliminer globalement les cas particuliers où, par exemple, l'équipe va mettre 3 mois à livrer parce que c'est un composant legacy, parce que des fois, elle a fait du commit de code, mais qui n'est pas livré en prod. Par exemple, on a des équipes qui, quand ils ont des nouvelles personnes, les font rentrer. Ces personnes-là committent du code, par exemple des tests auto. Ces tests auto ne sont pas livrés en prod. Et donc, du coup, le premier commit, potentiellement, peut retarder à 2-3 mois avant. Et donc, complètement dégrader la métrique. Forte variabilité des assets. Encore une fois, la mesure est à la maille équipe. Donc, une équipe, elle peut avoir des assets legacy, elle peut avoir des assets nouveaux. Et donc, ça peut fortement impacter la mesure. Et on a aussi des éléments déclaratifs pour le MTTR et le CFR. Donc, chaque fois qu'on a un incident en production, on a un élément déclaratif qui nous permet de raccrocher le problème à une livraison. Ça, forcément, il y a des loupés. Donc, on n'est pas sur 100% de fiabilité. L'analyse régulière qui doit être faite dans les équipes prend de la charge. Évidemment, quand une équipe elle doit se dire « mais pourquoi j'ai dégradé cet indicateur alors que finalement, moi, je n'ai pas vu de différence dans ce que j'ai fait au mois le mois », ça prend de la charge. Le fait de laisser la main aux équipes a un petit côté frustrant parce qu'il y a des capacités que nous, on aimerait bien voir valider rapidement au niveau manager. Et comme on leur laisse la main, on se retrouve des fois avec des capacités structurantes non validées. Par exemple, moi, mon point d'entrée, c'est la prod. Il faut que la prod marche. Donc, monitoring technique, monitoring fonctionnel, ça devrait être la base de tout. On doit surveiller la prod, on doit être capable de réagir. Bon, il y a des équipes qui ne nous ont pas choisis en premier. Donc, c'est un petit côté frustrant. Certaines capacités n'ont pas l'impact souhaité, doivent être revues. Mais là, on est plus dans la démarche test and learn. On a essayé, on a décrit une capacité, on a essayé de la rendre actionnable. Bon, le résultat n'est pas dingue. Et, donc, globalement, on travaille avec les équipes pour les revoir. Les capacités, en fait, on n'a pas un impact, une capacité, un indicateur direct, et surtout, ça prend du temps. C'est-à-dire que globalement, on n'a pas cette relation, on dit « ok, j'ai acquis cette capacité, 3 mois après, bim, j'ai ma courbe qui augmente ». Déjà, il y a les éléments extérieurs, et c'est un ensemble, finalement, d'améliorations qui vont permettre aux équipes de s'améliorer. Un point, quand même, qui est important, c'est que les capacités qu'on voit là, elles sont à la maille équipe, en fait, comme si l'accélération d'une DSI dépendait uniquement des équipes et dépendait des équipes, ce que j'appelle moi des équipes métiers, des équipes de développement. En fait, pas du tout. Nous, on a les équipes centrales. Les équipes centrales, elles apportent tout un tas de services en termes de services d'observabilité, de services de plateforme, de services de déploiement. Et en fait, c'est elles aussi qui contribuent à l'accélération des équipes. Parce qu'on peut avoir des capacités validées. Si derrière, les services offerts par la plateforme ne nous permettent pas d'accélérer, ça ne marche pas. Donc en fait, les équipes, ce qu'on appelle les équipes plateformes, en fait, ont un rôle qui est fondamental dans l'accélération des équipes de développement. Et une course à la capacité, c'est-à-dire que du moment où on a lancé un peu le jeu, les équipes se sont emparées, on dit ok, il faut acquérir des capacités, donc, mais sans forcément en intégrer pleinement le sens. Donc elles ont, on peut pas dire tricher, mais elles ont validé les capacités parce qu'elles ont coché toutes les cases, mais en fait elles n'en ont pas compris le sens et donc l'effet, il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. En conclusion, alors, on est bien avancé, mais clairement pas au bout. On a des capacités, donc quand on prend l'ensemble des équipes et l'ensemble des capacités, on voit qu'on a tout un reste à faire qui est quand même conséquent. C'est pour ça que je vous dis qu'on est sur un temps long, en fait. On n'est pas sur une transformation qui dure 1 an ou 2 ans. On est sur nous, on est sur un temps qui là, dure 3-4 ans. Par contre, le message important,
c'est que le modèle par capacité, en fait les 2 points, modèle par capacité et le fait que les équipes s'en emparent, en fait ça garantit le passage à l'échelle. C'est-à-dire que quand on est sur une DSI à plus de 100 équipes, ben, l'enjeu il est là. C'est d'arriver à transformer l'intégralité de la DSI. Et ça ne fonctionne, encore une fois, ce modèle de capacité, c'est-à-dire des petits blocs compréhensibles par les équipes qui apportent rapidement de la valeur, et le fait que les équipes s'en emparent, en fait, c'est ça qui garantit la réussite du passage à l'échelle. Je viens juste d'en parler, les équipes plateformes, ce qu'on appelle les enabling teams, qui sont déterminantes dans l'accélération. Quand on a tous les services d'observabilité à disposition, ben, évidemment, c'est plus facile de faire son monitoring technique et son monitoring fonctionnel. On est obligé de s'appuyer sur la plateforme pour faire ça. La data, je pense que vous l'avez vu dans les différentes présentations, en fait, c'est pareil, c'est un élément fondamental. Il faut arriver à mesurer, il faut arriver à avoir un maximum de data pour faciliter l'analyse des équipes. Et le dernier point, c'est qu'en fait, ça marche. C'est-à-dire que quand on a des équipes qui sont plutôt stables dans le temps, qui n'ont pas d'accidents, on va dire, ou d'événements extérieurs qui vont impacter leur performance, et des équipes qui progressent dans l'acquisition des capacités et des bonnes pratiques Accelerate, bah, globalement, c'est des équipes qui sont plus rapides, plus véloces, et dont le périmètre en production est plus stable. Et donc je finis, on a démarré nous en 2020, alors est-ce qu'on est pionnier? Je pense, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui s'y mettait à l'époque. On a implémenté Accelerate. Les résultats, encore une fois, ils sont tangibles. Entre un passage d'une livraison par semaine, des frozen zones et un taux de dispo assez bas, vers aujourd'hui quelque chose d'un système stable où nos équipes sont autonomes, où il n'y a plus de frozen zones et avec des taux de dispo qui sont de mieux en mieux. Merci. Allez, 5 minutes de questions. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question sur, vous l'avez abordé un petit peu vers la fin, sur le terme acquis ou validé, que vous avez utilisé à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous sous-entendez derrière? Et question qui va un petit peu avec, sur vos capacités, donc go-to-prod, est-ce que vous les outillez ou est-ce que c'est juste une description et l'équipe s'en empare, elle se débrouille? Et du coup, sens avec... Je réponds d'abord à la deuxième. Donc on a une boîte à outils pour chaque capacité, pour aider les équipes à la déployer. Donc il y a bien une boîte à outils, ce n'est pas uniquement descriptif. En fait, on les accompagne, on dit pour déployer, tu vas utiliser cet outil-là et tu vas suivre cette démarche un peu de pas à pas. Donc il y a toute la description de comment l'acquérir avec les outils nécessaires. Et la validation, en fait, on a des personnes qui sont principalement des coachs, des directeurs d'équipe, etc., qui sur des capacités, en fait, valident la capacité. C'était ça la première question. Comment on valide? C'est ça. Et avec des critères de validation. C'est-à-dire, je prends l'exemple du monitoring, vous avez compris que c'était un mandat, mais le monitoring, typiquement, ce qu'on dit, c'est pour valider, la première chose, c'est qu'il faut avoir défini les fonctions critiques de ton périmètre. Tu dois savoir ce que tu dois surveiller. La deuxième chose, c'est que tu dois avoir défini les SLO, les SLI, les SLA que tu veux atteindre. Troisièmement, tu dois avoir défini les seuils d'alerte qui correspondent à ces SLO, etc. Et en fait, on a tout ce pas à pas et des critères de validation. Si l'équipe ne les a pas, l'équipe ne valide pas sa capacité. Donc la validation est atteinte une fois que tous les critères qu'on a pu, je vais le remettre, mais mettre en fait ce qu'on peut voir en must. Vous voyez là, en fait, ici vous avez les priorités indispensables, la liste des priorités indispensables, et il faut que l'équipe ait rempli et montrer qu'elle a atteint tous ces critères indispensables. Et donc, il y a une personne qui vient le valider. Généralement, c'est un coach qui vient le valider et on considère que la capacité est acquise. Et du coup, au début, est-ce que vous avez mis du temps avant d'avoir le matériel nécessaire pour le détail de chaque capacité? Alors, c'est une bonne question. Alors, évidemment, ça dépend des capacités. Sur pas mal d'éléments, on était quand même bien outillés à la DSI de Cdiscount, parce que ça fait un moment que Cdiscount a des enjeux assez forts. Donc typiquement sur la partie monitoring, etc., on avait déjà des équipes centrales qui accompagnaient ça. Il y a d'autres capacités, typiquement sur les tests auto, où en fait on est parti de beaucoup plus loin, parce qu'à cette époque-là, les tests auto, ce n'était pas quelque chose de généralisé. On n'avait pas un framework validé sur étagère de tests auto, ce qu'on a aujourd'hui. Une autre question peut-être?
Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez dit que vous livrez toutes les 3 minutes. En fait, je n'arrive pas à visualiser les livrables que vous faites toutes les 3 minutes. Et si vous êtes en mode agile, quelle est la durée de votre sprint? Parce que normalement, quand on est en sprint, on livre à chaque fin de sprint. Voilà, merci. Alors, la livraison toutes les 3 minutes, elle intègre, quand on regarde les... Ça, c'est les livraisons qu'on appelle les équipes de développement. D'accord? Donc là, on a l'ensemble des releases par mois. Et quand on fait le calcul sur ces métriques-là, on est plus aux alentours de 6-7 minutes. Alors évidemment, quand on compte les équipes, elles ne bossent pas le week-end, elles ne bossent pas la nuit. Donc on fait un ratio par rapport au nombre d'heures travaillées. À cela, il faut ajouter l'intégralité des changes qu'on a en production. C'est-à-dire que l'équipe qui gère, par exemple, le cluster Kubernetes, à un moment donné, ils ont des livraisons, ils ont des montées de version qui ne sont pas là. Et l'ensemble de ces équipes qui représentent, c'est ce qu'on appelle les équipes plateformes, qui livrent aussi au fil de l'eau. À la fin, on est sur un ratio à peu près de 3 minutes en moyenne de livraison. Ça, c'est le premier point. Toutes les équipes, c'est ça, vous dites? En fait, quand on fait la somme de... Ce sont livrables toutes les équipes, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et après, sur les équipes métiers, ce que j'appelle métiers, c'est-à-dire les équipes de développement, pas les équipes plateformes, on est sur des sprints de 2 semaines. On est principalement en mode Scrum. On a abandonné le framework Safe il y a maintenant 2 ans. Parce qu'on estimait qu'en fait, il était moins adapté à la vitesse qu'on voulait atteindre. Et donc, après, les sprints de 2 semaines n'empêchent pas de livrer en prod. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un sprint de 2 semaines et pour autant, à la fin de la journée, livrer son code en production. C'est pas antinomique, quoi. Les livrables, le nombre de livrables, c'est compté en livraison en prod et en intégration ou les deux? Ça dépend. Globalement, une équipe qui démarre son dev, un développeur qui démarre son dev en début de journée, même s'il est sur son sprint et qu'il a fini sa tâche et qu'il a essayé d'assurer que son code, qu'il a toutes les bonnes pratiques, c'est-à-dire un code rétro-compatible, voire un code protégé par du feature flipping, peut pousser à la fin de la journée en production, du moment où toutes les gates de tests automatisés, de tests unitaires, etc., sont passés. En fait, on n'empêche pas ça. Ce qu'on voit quand même, et ça c'est une réalité, c'est que dans le mindset des équipes, il y a pas mal d'équipes qui mettent... Et c'est pour ça que le LTC, en fait, c'est l'indicateur qu'on a, je pense, le plus de mal à faire bouger. C'est que les équipes ont quand même, dans des cadres de sprint, tendance à attendre la fin du sprint pour committer, malgré tout. Et on en a d'autres qui livrent au fil de l'eau. Et on a certaines équipes qui n'ont pas encore passé ce cap-là et qui se disent le sprint est la bonne maille. Donc, globalement, on attend les 10 jours. On est sur des sprints de 2 semaines pour livrer en production. Et c'est l'équipe elle-même qui décide si elle livre oui, c'est l'équipe qui décide. Voilà. C'est l'équipe qui décide, oui. Merci. On a une toute petite question. Allez, la dernière. Bravo déjà pour le travail. Je suis passé par la maison avant 2020, donc je confirme le constat. Est-ce que ça s'est bien passé, le changement de mentalité du push au pull? Donc en gros, les équipes sont autonomes et pour choisir un petit peu ce qu'elles ont à faire. Ou est-ce qu'il a fallu faire un travail de culture d'entreprise? Au départ, il y a eu un travail d'acculturation. Et en fait, on ne peut pas dire que ce soit bien passé parce qu'en fait, c'est les équipes qui nous ont surpris. En fait, du jour au lendemain, et moi, je suis arrivé au début de l'aventure, et en fait, j'ai juste halluciné sur le fait que du moment où on a donné le sens aux équipes, où elles ont vu que quand même c'était une démarche globale entreprise, ce qui est quand même important, parce que ça leur donne le temps de travailler, qu'elles étaient correctement accompagnées avec des choses compréhensibles à leurs mains, en fait, d'un seul coup, ça a juste été dingue. Les équipes se sont emparées de ça. On dit on doit réserver de la capa pour ça, et globalement, tous les mois, il y avait des progrès qui ont été faits. Donc en fait, c'est elles qui nous ont surpris finalement dans la manière de faire et on a observé ça. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on se dit toujours, c'est toujours bien que ce soit fait dans les équipes, mais en fait, ce qu'on a observé, elles nous ont complètement bluffé parce que c'est elles qui ont décidé et qui ont montré, et à la maille de 100 équipes, tout le monde s'en est emparé, quoi. Donc, un peu difficile au début, évidemment, changement de mindset, etc. Et changement de mindset aussi, il faut avoir en tête que Cdiscount, en 2020, c'est une boutique où globalement on fait des coûts. C'est-à-dire qu'on fait des livraisons en production pour faire des killer features qui durent 2 semaines, etc. Et on ne se soucie pas bien de la qualité. Et c'est plus ça qui a été difficile. Et ça, c'est vraiment le véhicule GoToProduct qui a accompagné ça avec les coachs, avec les responsables CoDSI, les sponsors, où on a dit à partir de maintenant, vous êtes honneur de votre produit. Rien n'est plus important que la qualité, rien n'est plus important que la prod. C'est ce petit mindset-là qui a été un petit peu difficile, mais bon. Top, merci. Merci Romain. On peut continuer à échanger après à la pause déjeuner.